chères auditrices, chers auditeurs du Camp de Base, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série. Après les rivières, j'ai accompagné cette année les étudiants en M2 Communication et Culture Scientifique à l'Université Grenoble-Alpes dans la réalisation et la production d'une série en 4 épisodes sur les forêts alpines. Merci à elles et eux pour leur participation et leurs magnifiques épisodes que vous pourrez écouter cette semaine du lundi au jeudi sur le fil du podcast. À très vite dans le Camp de Base, rencontre au sommet. Un projet controversé depuis plus de 5 ans, désormais stoppé net par la justice administrative. Pourquoi doit-on défendre une forêt ? Pour son rôle de poumon, d'habitat, de laboratoire, de force spirituelle et d'attraction, de lieu social ou encore de lieu de ressources ? Aujourd'hui, proposons une réponse plus pragmatique à la question, parce qu'elle ne peut se défendre seule. Depuis longtemps, la forêt s'est montrée complice de soulèvements humains et a su abriter tant de révoltes. Le marronnage aux Antilles, aux Amériques et aux Mascareignes en lutte contre l'esclavage, les maquis de France ou d'Algérie qui cachèrent la résistance, ou bien encore les protestants camisards en révolte contre l'édit de Nantes. C'est toujours en son sein que des résistances se préparent, mais cette fois, c'est pour la défendre elle. Les forêts sont un symbole puissant, la survivance de ce qu'il reste de magie dans ce monde. Elles sont le refuge de la vie sauvage, le lieu où naissent les insurrections et où s'organisent les révolutions. La forêt et l'arbre sont des piliers, ceux de la résistance, de la résilience et de l'abondance. Cette citation, recueillie par le journal Reporter, fut prononcée au plateau des 1000 Vaches lors d'un rassemblement de 90 délégations, collectifs, associations et syndicats pour la défense de la forêt en 2024. Car pour défendre l'environnement, les mobilisations citoyennes de ce genre se multiplient et semblent d'ailleurs suivre la croissance des projets, eux jugés néfastes pour l'environnement. Dans cet épisode du Camp de Base, c'est de mobilisation citoyenne et de protection des forêts dont nous allons parler. À l'heure où on se mobilise, où on se déplace pour protéger nos environnements, la protestation, c'est aussi de s'y installer, comme dans les ZAD, zones à défendre. Pour rappel, il s'agit d'une occupation par des militantes et militants d'un espace menacé par un projet d'aménagement, tout ça dans l'objectif d'éviter sa destruction. L'acronyme ZAD est d'ailleurs un détournement de Zone d'aménagement différé. Les ZAD s'installent dans toutes sortes d'environnements à défendre. Un projet d'aéroport dans une zone humide comme pour la célèbre Notre-Dame-des-Landes, une autoroute à péage sur des terres agricoles et forestières comme à l'ouest de Strasbourg, ou encore contre un tronçon de téléphérique, comme la ZAD du glacier de la Girose. Mais celle dont nous allons parler, et nous reviendrons sur cette appellation, se trouve simultanément en altitude dans la station de ski savoyarde La Clusaz et dans le bois de la Colombière. Il s'agit de conditions bien particulières dont nous allons parler. On est au cœur des Aravis, on se retrouve à environ 1500 mètres d'altitude. C'est là qu'a pris racine la ZAD de la Clusaz, la Clusade, au sein du bois de la Colombière. Cette initiative a été portée par des collectifs locaux, associés à des militantes et militants d'Extinction Rebellion, un mouvement qui se définit lui-même comme un mouvement international de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le dérèglement climatique. De jour comme de nuit, des femmes et des hommes se sont relayés sans relâche en occupant les lieux pour empêcher in extremis le début du défrichage de 8 hectares de forêt à la frontière d'une zone humide.
n'abritant pas moins d'une 50aine d'espèces protégées dans un secteur classé zone Natura 2000. Cette zone humide, cette tourbière, est en fait complètement liée au bois qui lui permet de ne pas s'assécher et donc directement toucher en cas de disparition de celui-ci. Leur combat est simple, empêcher la construction d'une retenue d'eau à l'endroit même où ils se sont installés. On parle d'un projet à 10 millions d'euros, un vaste réservoir de 148 000 mètres cubes d'eau, principalement destiné à produire de la neige artificielle, mais qui serait également utilisé pour stocker de l'eau potable pour les habitants et le bétail. Ce serait le 5e du domaine skiable, et il y en a déjà une centaine dans les Alpes, avec des besoins de plus en plus importants, et qui ne risquent pas de décroître au vu de la conjoncture actuelle. Un territoire en tension, sous le joug des enjeux d'écologie, d'économie, mais aussi d'identité, face à une pression croissante du dérèglement climatique et à la raréfaction de la neige naturelle. Le 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble avait annulé l'arrêté préfectoral portant sur l'autorisation environnementale des travaux d'aménagement de la retenue sur la commune de La Clusaz. Suite à l'arrêt du projet, et donc au démantèlement de la ZAD, il n'en reste naturellement plus grand-chose à l'heure actuelle. Mais on s'est rendu sur place avec Marion Picard, doctorante en anthropologie de l'environnement à l'université de Liège, qui s'est intéressée à la ZAD et l'a même intégrée pendant un temps pour ses recherches. Les deux arbres-là, ils avaient été reliés par une énorme banderole c'était quoi ? C'était écrit « Touche-chose dans le mur ». Les premières mobilisations ont été un peu symbolisées par cette banderole-là. Et après, quand ils ont mis en place certains mouvements de ZAD, les deux arbres aussi, ils étaient complètement barricadés. Donc même les promeneurs ne pouvaient plus passer. Marion nous permet de nous représenter les lieux tels qu'ils étaient occupés à l'époque. Au final, l'espace de l'occupation, il est petit par rapport à la taille du bois de la Colombière. On va aller jusqu'au bout, je vous montrerai, mais il commençait à l'entrée avec ces deux arbres. Et puis s'éloigner, je dirais 20 mètres là-bas, puis après il n'y avait plus rien. Nous, quand on découvre le lieu, on est fin septembre et on sent déjà les températures basses et les pluies glacées. Les conditions sont soutenables avec des équipements appropriés et une durée courte dehors, mais on a du mal à s'imaginer y rester pour la nuit. Marion nous replace alors dans le contexte et nous raconte comment s'organisaient les séjours ici. On est sur un territoire de montagne, il neige, les conditions de vie ici, elles sont hyper dures, surtout pour des gens qui ne sont pas montagnards, ce qui était le cas de certains zadistes. Cette ZAD a de particulier qu'elle est éphémère. En effet, à certaines périodes de l'année, la nature s'auto-protège et permet un répit dans la lutte acharnée pour la protection du bois. La neige, c'est sûr que les ouvriers vont pas aller couper des arbres à ce moment-là. C'est que cet écosystème-là, il y a le nichage des chauves-souris qui empêche toute intervention humaine. Donc, l'objectif, c'est de protéger le bois de la Colombière le plus longtemps possible et tout en prenant en compte que la répression policière existe et puis va essayer de déloger au maximum les gens. Pour cela, les militants ont opté pour tactique de se cacher dans les arbres en fabriquant des cabanes en hauteur où ils allaient vivre pendant le temps de l'occupation. Forcément, ça implique une adaptation différente. Marion nous explique. La grave sur corde, c'est ce qui est le plus utilisé. L'idée, c'est d'envoyer la corde, de trouver un moyen pour envoyer la corde en haut, l'accrocher en haut et puis de monter dessus. Et une fois qu'on est en haut, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Donc il y avait tout un système, plus loin, il y avait tout un système de tyroliennes entre les arbres qui reliaient différents points, différentes vigies, différentes cabanes. Ça c'était assez répandu et on vivait quasiment plus en haut qu'en bas. Au-delà de l'aspect technique de la vie des militants, Marion aborde dans ses recherches un aspect inattendu de cette occupation. Le rapport qu'ont pu développer les militants avec le lieu, les arbres et l'espace qu'ils ont défendu.
On doit être attentif aux conditions de l'arbre, à qui vit dedans, dans quel état sont les branches, est-ce que l'arbre il est capable de résister au poids, de résister aux intempéries et tout ça. L'humain il s'adapte à cet espace, mais aussi il va adapter l'espace en fonction de ce qu'il voit, quoi. Et du coup il y a une espèce de... Je pense que c'est au fur et à mesure t'es obligé pour grimper dans les arbres d'être attentif. Si tu l'es pas, tu risques de mourir, quoi. C'est tout simplement, si t'accroches mal ta corde ou si t'accroches ta corde sur une branche qui est trop fragile, bah tu tombes. Du coup, t'es obligé de développer vraiment d'être vraiment très attentif à dans quel écosystème tu es, quoi. Mais le militantisme ne s'arrête pas à l'occupation. C'est aussi réfléchir à des stratégies de défense et de résistance. Dans ce cas précis qui a lieu dans une forêt qui s'enneige et où les conditions sont difficiles, les militants ont dû penser à des tactiques de protection. La première tactique de lutte, ça a été de faire un trucage, en fait. C'est une sorte de trucage qui visait à clouter les arbres pour faire peur aux bûcherons par rapport à la coupe. Voilà. Donc c'est vraiment donner... Ça a donné un peu un pouvoir de défense défensif à l'arbre. Ça a été très compliqué à mettre en place au niveau des activistes parce que ça pose la question de blesser l'arbre, en fait. En effet, ça peut paraître paradoxal. On veut défendre la forêt et on a la sensation de l'attaquer. Pour les habitants de la ZAD, le rapport à la nature était donc partagé entre l'idée de la protéger sans la dénaturer ou de s'en servir comme arme. Du coup, le choix a été fait de sacrifier, entre guillemets, les premières lignes d'arbres. L'idée, c'était de mettre des pancartes partout. Tous les arbres sont truqués, mis en danger. Ne passez pas là. On est vraiment dans un discours un peu de performance. Il y avait des activistes qui avaient mis des armlocks. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des gros tubes en PVC et ils ont fait une ligne humaine, en fait, une chaîne humaine pour dire vous ne passerez pas, quoi. Là aussi, on est dans la théâtralisation. Il y a tout un système qui permet aux activistes de rester longtemps dans cette position-là. On a dit que la Clusade se trouvait aux portes du bois de la Colombière, à 1500 mètres d'altitude. Pas facile d'habiter les arbres à cette altitude-là. Alors concrètement, c'était quoi la vie à la Clusade ? Vous vous doutez bien, dans un contexte rude et tendu, il faut une bonne organisation. Vous imaginez bien, ici, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas d'eau. Du coup, c'est les temps communs, faire de la cuisine, faire de l'eau, aller chercher l'eau, se chauffer au bois. Et la question de se chauffer a été une des questions assez galères. Est-ce qu'on fait venir que des choses de l'extérieur, que des tentes, que des tonnelles, ou est-ce qu'on utilise le bois local ? Il y a eu des dissensions sur l'utilisation du bois d'ici et ce qui a été... En gros, pour se chauffer, à des moments, c'était l'utilisation du bois mort, quoi. Le bois mort, écologiquement, c'est ça a beaucoup de valeur, quoi. Du coup, ça a créé des dissensus, sauf que quand on habite un territoire, on prend ce qu'il y a sous la main, quoi. Je pense qu'il y a un peu cette volonté militante d'avoir une démocratie parfaite, et donc c'est très long. C'est toujours consensuel, mais c'est très long. Parce que du coup, il y avait cet intérêt militant de on protège la vie coûte que coûte et on touche à rien. Et il y avait d'autres qui étaient là en mode non, mais on va faire une cabane pour se chauffer et on va mettre une cheminée dedans et tout. Donc ça crée des conflits en interne qui sont assez forts et ça montre un peu qu'il y a des visions aussi différentes de ce qu'on parle du vivant, ce qu'on protège, pourquoi on est là et tout ça, quoi. Toutes ces tensions et ces questionnements soulignent les visions différentes qu'il peut y avoir au sein de l'occupation. Les militants de la ZAD formaient une unité de défense du bois, mais cette unité était cependant traversée par des dynamiques et des complexités qui sont souvent propres à ces actions collectives. L'ampleur de cette mobilisation a amené à se côtoyer des militants qui n'avaient pas forcément les mêmes rapports avec les lieux, ni la même vision du sacrifice. Au début, quand les militants ils sont arrivés là, ils connaissaient pas forcément l'écosystème en fait dans lequel ils s'intégraient, quoi. Il y avait vraiment cet imaginaire, ok, on va protéger la forêt, on y va, c'est important, on réagit à ce projet-là pour la défendre. Mais sans forcément une connaissance naturaliste. Et en fait, au fil des semaines, des mois, il y a vraiment il développe une certaine écologie de l'attention. Ça, c'est Yves Citon qui parle de ça. Moi, je parle plutôt d'une attention à l'écologie, en fait, de ce qui se passe. Genre, au bout de quelques mois, en fait, on commence à nommer certains arbres, à les identifier, à leur donner des prénoms.
Il y a aussi des prénoms qui sont donnés à certains oiseaux qu'on sait qui nichent à tel endroit, tel lieu. Cet oiseau-là se déplace de cette manière-ci. Et ça, les militants, ils l'ont découvert après. En fait, ça crée des espèces de relations empathiques avec ça, en mode « Ah ben non, on va pas ici parce que c'est là où il y a cette espèce qui passe tous les jours. Et en fait, on va le déranger. » Donc il y a une espèce de modestie, il y a une négociation un peu des rapports entre les espèces. Un lien peut être fait avec la pensée de Baptiste Morisot, un philosophe naturaliste qui se questionne sur notre rapport au vivant dans son livre « Manière d'être vivant ». Car les animaux ne sont pas seulement dignes d'une attention infantile ou morale. Ils sont les cohabitants de la terre avec lesquels nous partageons une ascendance, l'énigme d'être vivant et la responsabilité de cohabiter décemment. Le mystère d'être un corps qui interprète et vit sa vie, est partagé par tout le vivant. C'est la condition vitale, universelle, et c'est elle qui mérite d'appeler le sentiment d'appartenance le plus puissant. On a parlé du lien qu'avaient les militants avec les oiseaux notamment, qui peut paraître plus instinctif, mais aussi d'un lien particulier avec tout l'écosystème, incluant les arbres. Il y a un espèce de développement, c'est un attachement très sensible, en fait, qui prône plutôt une éthique du respect en fait de ce lieu pour qu'il puisse vivre tel qu'il est, comme il est, en dépassant vraiment la vision utilitariste de l'espace, quoi. C'est vraiment l'idée de dire, en tout cas les militants, comment ils se positionnaient, c'était en mode, ce lieu, on le défend à ce moment-là parce qu'il a besoin de nous, parce que le monde humain duquel nous, on fait partie, le met en danger, on devient une menace, donc il y a un espèce de... Ça, c'est vraiment dans la vision très anthropocentrée, quoi. Là, le discours qui a été prôné, qui était rendu public avec journalistes et tout, c'était « Nous sommes le système immunitaire du bois de la Colombière ». Donc c'est vraiment le discours de le bois de la Colombière n'est pas capable de se défendre contre ça, mais nous on va le faire, en fait on est une réaction immunitaire, quoi. Tout ça nous amène à repenser notre rapport à la nature et au concept même de nature. Aujourd'hui, il y a ce besoin extractiviste et utilitariste de rentabiliser chaque parcelle de vie, de forêt, de nature, en finissant par la dénaturer. La vision et les liens qu'ont tissés les zadistes avec cet écosystème font réfléchir à notre propre rapport aux environnements qui nous entourent et au futur que nous pourrions souhaiter se dessiner. Revenons maintenant sur un contexte général délicat, la matrice même de ces tensions qui poussent à la mise en place d'actions de désobéissance civile similaires à la Clusade. Tout le monde semble d'accord sur un point. Le modèle actuel du tourisme doit évoluer puisqu'il précipite les habitants de la région dans une situation qui ne sera bientôt plus vivable. Seulement, les réponses envisagées divergent. Comme le dit Michael Chambru, sociologue à l'université Grenoble-Alpes, qui a également suivi le projet, la transition vers davantage de durabilité est un concept au faux air de consensus. Un choix politique, un choix de société de est-ce qu'on bascule de modèle et on passe de l'utilisation du ski à d'autres activités ou à d'autres formes économiques, ou est-ce qu'on perdure dans ce même modèle et on l'adapte et on recourt à des solutions techniques d'adaptation qui consistent du coup à recourir à l'enneigement artificiel. Les choses ne sont pas simples. Les personnes vivant grâce au tourisme du ski se retrouvent sous pression économique puisque la station de la Clusaz ne sera plus concurrente si elle ne compense pas la détérioration des conditions neigeuses. Et pour que ce domaine puisse fonctionner et utiliser, notamment sur le bas des pistes aujourd'hui, à cause de la raréfaction de la neige, on a déjà quasiment un tiers, 27%, qui peut fonctionner grâce à de l'enneigement artificiel. Et là, cette création de retenue d'altitude et du coup le recours massif à l'enneigement artificiel, quasiment presque le doublement, c'était une stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique portée par la municipalité. Étant présents sur les lieux, nous souhaitions aller à la rencontre des locaux pour savoir comment ils avaient perçu l'initiative de la ZAD à l'époque. C'est un questionnement complexe pour les habitants qui sont eux-mêmes tiraillés entre l'émotion par rapport au changement de leur territoire, mais aussi à la réalité de la dépendance à l'eau pour la neige et l'agriculture. Vous savez, il suffit de vivre ici. Moi, en 5 ans, j'ai vu changer la montagne depuis ma fenêtre. Maintenant, c'est une panthère avec des taches. Le scolite, tout ça. On sait qu'il n'y aura plus de neige, ça c'est fini.
Le modèle sur lequel s'est enrichi, une partie du modèle sur lequel s'est enrichi les arabismes, c'était l'or blanc. L'or blanc, c'est bientôt fini. Aujourd'hui, la forêt de la Colombière est toujours intacte et plus de 50 espèces protégées continuent d'y vivre. La décision de justice ayant mis fin au projet de retenue collinaire et l'État ayant renoncé à faire appel de cette décision, les militants du plateau ont définitivement gagné ce combat et ont sauvé de justesse la forêt. Mais la lutte n'est pas terminée et les collectifs d'activistes ne baissent pas la garde. Ils restent prêts, puisqu'une nouvelle bataille a émergé, celle de l'accueil des JO de 2030 à la Clusa. Un projet déjà lourdement critiqué et qualifié comme anachronique par ses opposants. D'autres projets similaires apparaissent d'ailleurs dans les Alpes et au-delà des frontières françaises. Cela pose une question plus large. Comment concilier la protection des forêts de montagne avec le maintien des activités humaines et comment unir les forces sur la région alpine? On en retiendra en tout cas que la Clusa reste un exemple de mobilisation citoyenne qui, dans un contexte d'urgence climatique, a donné raison à la forêt.